Merci Georges, et puis merci Franck. Alors tout d'abord, excusez-moi, j'ai pas prévu de présentation, non pas parce que je n'avais pas souhaité en faire une, mais Georges, si je me permets de te dénoncer, mais avec vraiment, en fait, vous voulez qu'on le fasse à l'ancienne. Alors j'ai pas poussé le vice jusqu'à faire demander un rétroprojecteur et que j'aurais passé des slides, vous voyez. Mais en fait, donc je vais faire une présentation très actuelle, mais sur une modalité à l'ancienne. Voilà. Donc essentiellement avec ma voix. Voilà. Donc je vais essayer de rester dans les temps. Dans les temps. Mais je vais montrer quand même quelque chose à la fin sur les 2 dernières minutes. Voilà, un petit quelque chose pour rester dans la réalité. Alors tout d'abord, je vais avoir alors tout d'abord la difficulté, bien sûr, c'est quand on intervient à la fin, on voit la somme des choses qui ont été dites et on se dit oh là, mais qu'est-ce que je vais raconter. Ça donc c'est un peu inquiétant, et en même temps je trouvais des échos avec tout ce qui a été dit, donc d'une certaine façon je vais draguer un peu les choses dans le lit, des choses fort intéressantes et fort sérieuses qui ont été dites jusqu'à présent, donc je vais draguer, puis après je vais tamiser, je vais sortir quelques termes que je vais réinjecter dans mon intervention, et donc je vais en parler. Donc tout avant de démarrer plus longuement, il faut savoir que donc je vais avoir un propos qui est un peu excentré, je vais pas tellement m'intéresser au document proprement dit, qui était un fond essentiel de la journée, mais en fait de l'usage des documents et des données. Et par rapport à ce qu'évoquait en début de journée Franck Cormeret, sur la question de la richesse du document ou de la pauvreté de la donnée et inversement, finalement, c'est la question de la valeur. La valeur, et celle-là, en fait, on ne va pas l'attribuer a priori, on va laisser l'usager l'attribuer, et finalement, parfois, il pourra, tel un écrin et une pierre précieuse, si vous voulez, soit choisir que l'écrin sera la donnée et la pierre précieuse sera le document, ou inversement, sera le document, l'écrin, et la donnée sera la pierre précieuse. Finalement, c'est de laisser à l'usager, l'utilisateur, la capacité à déterminer la valeur de ce qu'il utilise, de ce qu'il récupère, de ce qu'il souhaite faire, enfin de son projet de recherche d'information. Alors, par rapport à cette lecture-là, donc c'est bien l'usager qui m'intéresse, bien sûr, par rapport à la question du numérique. Donc moi, depuis très longtemps, j'ai failli dire depuis tout petit, quand j'étais en doctorat, donc j'étais petit, je me suis toujours intéressé à la question de l'organisation des connaissances, mais pas tellement pour faire des tas de connaissances bien rangées, mais finalement pour voir ensuite ce qu'en font les individus dans différentes situations. Et c'est ce qui m'importe notamment avec le numérique, c'est comment le numérique rend ces usages plus aisé, plus facile, plus opérationnel, plus opératoire. Comment est-ce que le numérique fait quelque chose de positif par rapport aux connaissances, aux données, aux documents, quelle que soit la forme qu'ils peuvent avoir. Si vous voulez, donc en cela, je me repose, alors certes en chercheur en sciences de l'information et de la communication, puisque c'est dans cette discipline que je suis qualifié, mais j'ai bénéficié ces 15 dernières années d'un gros apport de notamment mes collègues en psychologie cognitive, Pierre Abardel notamment, Gérard Vergniaud, Viviane Folcher, Valérie Nosoulenko, sur la question en fait des instruments. Et des instruments, et dans la logique de Pierre Abardel des jeunesses instrumentales, c'est qu'il distingue bien la question des outils, enfin des artefacts, des outils et des instruments, sachant que l'instrument, c'est un objet symbolique ou technique ou matériel qui est complètement au service de l'activité d'un sujet. Alors, transposer dans le monde du document, des données, c'est quels sont les instruments que l'on peut proposer désormais aux usagers, dans une lecture qui est très large, je vais y venir, pour que son activité, ses activités, soient
maximisé, soit optimisé, soit solide. Alors, Franck Cormeret l'a exprimé tout à l'heure, en début de matinée, avec l'annexologie et cette science du lien qui ordonne et qui met en relation des champs du savoir avec d'autres champs du savoir. On peut appréhender ça, effectivement, sur des champs du savoir, mais on peut aussi appréhender des niveaux de savoir. Et en tant que chercheur en sciences de l'information, puisque je suis dans une science de l'interdiscipline, donc j'ai travaillé depuis de nombreuses années avec des informaticiens, avec des chercheurs en psychologie, en sémiologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, etc., en sciences du langage. Et pour certains domaines, je suis assez expert, puis d'autres, je suis complètement naïf. Et donc, il y a des éléments de connaissance pour lesquels je ne suis pas à niveau et j'ai besoin de marche pour accéder, notamment sur les instruments que j'ai élaborés ces dernières années. J'ai eu besoin de différentes marches pour appréhender la psychologie cognitive. J'ai eu besoin de marches pour appréhender des problématiques informatiques liées à l'open data, etc. J'ai eu besoin de marches qui me permettaient d'accéder à certains niveaux de connaissances en matière de sciences de l'éducation, tout ce qui relève de l'acquisition des connaissances. Et donc finalement, même dans des sciences de l'information ont été un modèle réflexif qui me permettent d'interroger aussi les instruments dont tout un chacun a besoin. Lorsque l'on considère, et Franck Cormeret l'a évoqué dans la matinée, sur la question de la société de la connaissance, de l'information et de la connaissance, qui implique de plus en plus, en fait, un positionnement de tout un chacun, je dis bien de tout un chacun, sur le rapport à l'information. Vous savez tous qu'on est bouleversé par les mécanismes de dématérialisation. Il y a une plateformisation de la société qui est engagée, qui est quasiment irréversible désormais. Et finalement, est-ce que les instruments qui sont mis à la disposition de tout un chacun sont à la hauteur de leur capacité à agir, sont à la hauteur de leur activité? Donc c'est dans cette lecture-là que je travaille sur des dispositifs anthropocentrés, donc qui vient tenter de supporter l'usage et la pratique. Mais me direz-vous, quels usages et quelles pratiques? Eh bien, je renverrai à ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience utilisateur. Tout un chacun est aujourd'hui un utilisateur qui s'expérimente en fonction de ses attentes, de ses besoins, des sites qu'il doit utiliser. Et les traitements algorithmiques, la puissance des calculateurs fait que finalement, chacun des utilisateurs qui consultent un site à travers le monde, eh bien, produit des données qui sont ensuite retraitées, et on peut finalement avoir une forme de modélisation, d'homogénéisation des actions, mais tout en étant capable toujours, en fait, de distinguer chaque exploitation de données. On peut faire ça aujourd'hui. Conserver l'individualité dans ces cheminements et en même temps créer des modélisations. C'est en cela, pour moi, en fait, les pratiques à l'usage, c'est de se dire, il serait souhaitable que les dispositifs techno-documentaires, pardonnez-moi l'expression, techno-informationnels, tels que je les appelle, eh bien, soient capables de servir n'importe quel usager, quelle que soit sa logique de recherche d'information. Allez, je le dis, recherche d'information. Donc, recherche d'information, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend pour moi des choses qu'on a évoquées encore ce matin par rapport au broutage, au browsing. Moi, j'utilise plutôt le terme de feuilletage, qui est lié au monde de l'hypertexte. En fait, la recherche d'information, c'est, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe Riguel en montant les sites France Archives et celui de la Californie, c'est finalement interroger, certes, mais c'est aussi explorer. Et en fait, c'est indissociable. Un usager, il fait toujours les deux. Alors, c'est pas moi qui le dis, d'une certaine façon, Alain Coulon, donc, qui est sociologue et spécialiste en ethnomédologie, dans sa thèse d'état sur le métier d'étudiant, a mis en évidence en fait le penser classé catégorisé. Alors, finalement, il faudrait le dire à l'envers, c'est que lorsque les choses sont un peu catégorisées, lorsqu'elles sont classées, eh bien, on pense un peu mieux. Et donc, il s'agit finalement de mettre à la disposition de ces usagers des dispositifs qui permettent de restituer les objets
Je dis plutôt objet parce que document, ça m'embête. Mais les bibliothèques aussi sont embêtées avec le terme de document parce que autant vous allez dans la bibliothèque et vous demandez le bibliothécaire un livre, il va vous dire voilà un document. Puis quand vous basculez sur le site internet, vous tombez sur le mot ressource. Hein. Et bon, oui, bah, c'est comme ça. Donc je préfère dire le mot objet. Hein, c'est beaucoup plus. Et je crois que c'est Philippe Rigel qui a parlé d'objet tout à l'heure. Est-ce qu'Europeana parle d'objet? Alors, même exactement, Europeana, et en fait, dans le cas d'Europeana, c'est même un tas d'objets, hein, puisqu'il y a bien sûr du texte, il y a bien sûr de la vidéo, il y a de l'audio, mais aussi des objets 3D, par exemple. Il y a des morceaux de programmes. Vous avez des documents XML. Documents XML, hein, je vous renvoie à la recommandation du W3C. Le XML est considéré comme un document. Hein. Alors, est-ce que c'est un document pédagogique? Est-ce que c'est un document au sens de la loi? Bon, évidemment non, mais il n'en dit pas plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est, et Philippe Rigel le disait tout à l'heure, on est dans l'âge de dispositifs, je crois, hein, si ma mémoire ne me fait pas... Il me parlait d'âge de dispositifs informatiques, et il parlait de dispositifs transitoires. Et donc, il est actuellement possible, si vous voulez, d'envisager des dispositifs transitoires, donc qui transitent aujourd'hui, qui quittent l'état d'outils informatiques avec des logiques technocentrées, hein, conçues sur des paradigmes de modélisation informatique, vers une transition. On parle beaucoup de termes de transition, on parle de transition énergétique actuellement avec les énergies renouvelables, mais on en parle aussi dans le monde de la documentation, la transition bibliographique qui consiste à faire passer les catalogues des bibliothèques sur l'exposition au web, et donc ils sont FRBisés, voire LRMisés maintenant. Donc il y a un système de transition qui consiste finalement à dire aujourd'hui, nous n'avons que des outils informatiques de recherche d'information, et il est plus que temps, compte tenu des enjeux de société de l'information, des enjeux citoyens, etc., de livrer des instruments. Donc on passerait finalement de dispositifs technocentrés, des outils, à des dispositifs, à des instruments, des dispositifs anthropocentrés. C'est le cœur de mon travail depuis déjà une quinzaine d'années et que j'expérimente. Et donc j'ai, au travers de collaborations avec des bibliothécaires, avec des psychologues ergonomes, je vous l'ai dit il y a un instant, de chercheurs en sciences de l'éducation aussi, etc., de sémiologues, eh bien, on peut considérer que finalement, un usager, quel qu'il soit, il a des invariants de recherche. Enfin, il a des comportements cognitifs. Le terme de cognition et d'opération cognitive a été évoqué en début de matinée par Georges lorsqu'il citait Revel. Philippe Rigel l'a évoqué aussi tout à l'heure lorsqu'il parlait de capacités cognitives complémentaires, hein, qu'il faut, enfin complexes ou complémentaires pour connaître les langages de requête, etc., et qui sont un peu sophistiqués. Donc l'idée, c'est finalement de servir un socle de compétences cognitives qui renvoie, si vous voulez, aux pensées classées, catégorisées de Coulomb, mais en fait de les convertir sous forme d'instruments techniques manipulatoires de l'information. Et donc aujourd'hui, on a les moyens dans les dispositifs technodocumentaires, en fait, d'implémenter, c'est le terme informatique qui est utilisé habituellement, finalement ces invariants en termes d'interrogation de l'information et d'exploration, et les considérer comme en fait des Legos qui pourraient être systématiquement repris dans tous les systèmes informatiques, toutes les bibliothèques numériques où il y a des contenus primaires, hein, des documents PDF, des documents audiovisuels, des documents audio, tout ce que vous voulez, hein, mais où ça peut être simplement en fait des documents, des métadonnées, hein, comme des notices bibliographiques, comme des indices de classification sur les ouvrages, comme des mots-clés des autorités matières de Rameau, comme les formes rejetées des autorités de Rameau qui se trouvent seulement sur le site de la BNF, comme les indices de la DIWE qui se trouvent sur les autorités matières de la DIWE, comme les indices de toutes les bibliothèques universitaires du SUDOC. En fait, on peut imaginer désormais
d'avoir des dispositifs donc anthropocentrés, donc qui répondent à ces besoins de pensée classée, catégorisée des usagers, de les convertir sous forme de modules d'instruments et qui pourraient être d'ores et déjà implémentés dans toutes les bibliothèques numériques et qui serait ensuite le support agrégatif, une sorte de Lego. Tout à l'heure, lors de l'avant-dernière intervention de Madame Marguin-Hamon et de Madame Imbu-Benissek, était évoquée la question de briques robustes, en parlant d'Adèle, et qui permettraient de construire des applications dédiées. Donc voilà, on est aujourd'hui sur la possibilité d'élaborer des invariants liés à l'interrogation et l'exploration. Et je vous montrerai un petit exemple enfin, c'est pas un exemple, c'est pas un petit exemple, c'est un gros exemple. Et en fait, au travers d'API, pour être au service de tous les possibles d'interrogation et d'exploration de l'information, quels que soient les sites, les sites de bibliothèques numériques. Alors, quand je dis bibliothèque numérique, je ne pense pas seulement Percé, Wikipédia, Canal U ou bien Elina en fait. Je pense aussi Amazon, je pense aussi eBay. Enfin, vous savez que les bibliothèques, toutes les bibliothèques municipales ou universitaires font aussi largement appel à Amazon, ne serait-ce que pour récupérer les petites imagettes qui sont mises sur les notices bibliographiques. Donc aujourd'hui, finalement, quand j'entends bibliothèque numérique, c'est tout ce qui est contenu de données qui répondent aussi structurellement, n'oubliez pas que tous ces univers technologiques reposent sur les mêmes dispositifs techniques. Vous allez sur le site du W3C, vous voyez les technologies, vous regardez quel que soit le site, c'est pareil. Après, bon, il y a des petites adaptations, etc. Mais grosso modo, tout est pareil. Et je dirais plus encore, je crois que c'était lors de l'intervention de Yann Potin, il avait un slide où il présentait Humanum. Humanum qui était donc anciennement Adonis, c'est une infrastructure numérique, et dans le cadre d'Adonis, les chercheurs, les experts qui travaillaient, qui continuent d'ailleurs à travailler pour Humanum, en fait ont mis en place un guide de bonne pratique numérique avec un certain type de normes de documents, enfin de normes de fichiers sur le JPEG, le PDF, j'en passe et des meilleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce guide de pratique numérique synthétise aussi les technologies du document, enfin les technologies des ressources qui sont aujourd'hui largement exploitées par tous les sites, quels qu'ils soient. Que vous ayez pris, que provenez Amazon, Percé, Europeana, tout le monde utilise les mêmes technologies intellectuelles, technologies mémorielles, comme dirait Bernard Stiegler, mais elles sont là désormais rassemblées. Donc finalement, il y a juste un petit pas qualitatif pour que dans la conception des dispositifs technodocumentaires, on cesse finalement de les penser en silos, chacun dans la conception de son dispositif, mais de les penser comme des composantes au service de... je crois que quelqu'un a parlé de colonne vertébrale, je ne me rappelle plus qui, et finalement c'est l'usager qui est la colonne vertébrale sur laquelle en fait va venir se connecter toutes ces composantes de bibliothèque numérique. De sorte qu'on peut avoir aujourd'hui des dispositifs documentaires adaptés aux usages de tout le monde, de tout un chacun, qui deviennent de vrais instruments qui sont bien sûr capables d'évoluer. Évoluer en fonction de l'activité du sujet, puisque vous vous rendez-vous compte que plus l'instrument est adapté à l'activité d'un sujet, à un état N, un état T, on va dire, eh bien, le sujet augmente ses capacités cognitives, sa compréhension, et il va avoir plus d'exigences sur le dispositif. Et si les dispositifs offrent ces invariants d'interrogation, en fait, ils sont en mesure d'augmenter ou de suivre l'évolution cognitive du sujet. Alors c'est une chose sur laquelle je continue à travailler, d'expérimenter, puisque pour reprendre l'expression d'Yves Jeanneret dans son ouvrage « Y a-t-il vraiment des technologies de l'information et de la communication ?» et dans lesquelles en fait il suggère qu'il est plus que temps que les chercheurs en sciences humaines ne restent pas à l'extérieur des dispositifs, mais aussi remontent leurs manches et
et s'impliquent en fait dans leur construction, dans leur élaboration. C'est ce que je fais aussi depuis une quinzaine d'années, où en fait j'élabore des dispositifs qui reposent en fait sur ces questions du pensée, classé, catégorisé. Alors je vous montre juste une toute petite démonstration de ce que ça peut faire. Donc c'est un dispositif que j'ai expérimenté, donc, enfin que j'ai créé il y a maintenant une quinzaine d'années, et que j'ai confronté à l'usage des étudiants de bibliothèques universitaires, donc à Paris 8 d'abord, ensuite à l'université d'Artois, ensuite sur les 6 universités du Nord-Pas-de-Calais, ça représentait 2 millions de notices, ensuite sur des collégiens, sur des CDI de collège, de lycée, ensuite dans une bibliothèque municipale pour des enfants, en fait dans plein de situations. Donc c'est les mêmes invariants de recherche d'information et d'exploration qui sont convoqués, et systématiquement les résultats ont amené à une maximisation de l'usage des objets informationnels qui étaient proposés par les dispositifs. Donc ça s'appelle, donc à l'origine, ça s'appelait le visuel catalogue. Aujourd'hui, je l'ai renommé titralogue pour que ça soit moins long. Hein. Et en fait, ça permet ici donc d'assembler. Donc c'est un dispositif qui concrétise les opérations d'interrogation et de recherche d'information, qui concrétise ces invariants de catégoriser et de classer pour pouvoir penser. Donc ce dispositif permet à la fois d'interroger et d'explorer. Lorsque tout à l'heure, c'était Georges qui évoquait les propos de Robert Escarpi sur la question du broutage dans le rayonnage. En fait, c'est largement insuffisant de passer dans les rayonnages, puisque vous savez, ce qui manque toujours dans les rayonnages, c'est les indexations. Elle est précieuse, cette indexation, sinon pourquoi les bibliothécaires le feraient, hein. Donc en fait, elle manque, celle-là, les autorités matières qui sont placées, l'expression rameau, mais ce qui manque aussi, c'est les formes rejetées. Souvent, puisqu'on manque souvent de vocabulaire. Et donc, on peut brouter dans le rayonnage physique, mais il nous manque certaines informations. Et ce qui est important, c'est aussi de les avoir. Et ces informations complémentaires sont autant de données complémentaires qui donnent une visibilité sur la ressource. Et imaginez, si vous pouviez avoir, chaque fois que vous consultez un catalogue de bibliothèque, eh bien, vous pouvez avoir, parce que ça arrive souvent, qu'un ouvrage n'est pas indicé de la même manière d'une bibliothèque à l'autre. Eh bien, imaginez que vous puissiez avoir l'ensemble des indices qui ont été posés sur ce livre. Imaginez les points de vue qui sont enrichis sur cette. Imaginez si vous pouviez aussi bien avoir les autorités matières, mais pourquoi pas les descriptions qui sont faites dans Mobis, ou bien les descriptions, indexations qui sont faites dans l'OCLC. J'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, on peut l'avoir. Il suffit simplement d'adapter les dispositifs techniques sous forme de modules qui mettent en œuvre ces questions d'invariants et d'instruments. Donc ici, vous avez une recherche qui a été faite sur chansons populaires. Alors, je suis navré, ça devrait être en 1000 et quelques, bon, c'est en 800. Et donc, vous avez à la fois des éléments, donc une recherche par mots-clés, et puis donc ça vous donne une liste avec une synthèse sur la partie droite en termes de termes qui représentent en fait les 134 ouvrages qui ont été retournés par l'interrogation. Mais donc ça, c'est la partie interrogation. Et puis, on peut tout à fait explorer. J'espère que je vais pouvoir trouver un lien sur lequel je peux explorer. Voilà, je peux pouvoir explorer. Ici, donc dans une bibliothèque de livres, c'est Philippe Rigel qui parlait tout à l'heure de problèmes de traduction. Vous savez, c'était la cote M-R. Et en fait, on a aussi la possibilité, grâce à ce numérique, de rendre visibles les problèmes de traduction. Et ce qui est peu parlant quand on dit 791.4 et qu'on sait que ça renvoie à cinéma, radio, télévision, eh bien, c'est plus facile d'usage. Et donc, ici, j'explore un indice de la DOE, et ça me permet d'avoir non seulement tous les ouvrages dans une bibliothèque donnée qui relèvent à ça, mais ça me permet également d'avoir tous les termes qui caractérisent l'ensemble des ouvrages
associé à cet indice-là. Et je peux ensuite rebondir, donc je me peux faire une culture du mot, ensuite pour pouvoir rechercher. Donc ces principes, si vous voulez, d'interrogation, d'exploration et de collecte, dans le souci de catégorisation, j'entends, eh bien, c'est aujourd'hui possible de le faire dans les systèmes technodocumentaires et c'est un peu le message que je souhaiterais lancer à tous les concepteurs de systèmes d'information. Voilà, je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un peu long.